Bienvenue sur le best-of de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi un document à caractère promotionnel car on y parle des produits de bourse Société Générale. Alors le best-of de quoi? Le best-of des quiz et de la section à vos marques sur lequel vous allez retrouver tous vos spécialistes qui sont challengés avec les questions de Léa Jézéquel. Première partie. Rubrique quiz avec Léa Jézéquel. Léa, je vous en prie. Alors aujourd'hui, je sais que vous avez tous hâte de cette rubrique du quiz et d'avoir un petit peu de compétition à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? C'est en fait le distorsion dans le traitement d'une information qu'on va faire à cause de biais psychologiques qu'on peut tous avoir. Donc, une déviation systématique de la pensée. Première question, on y va. La finance comportementale, alors excusez-moi, avant de commencer cette première question, je rappelle les règles du jeu. On ne buzz pas avant que toutes les réponses possibles aient été énoncées. Je compte, voilà, typiquement ça on ne le fait pas. On attend la fin des énoncés pour buzzer même si vous avez la bonne réponse. Donc la finance comportementale a été officiellement reconnue en 2002 avec la remise d'un prix Nobel. À qui ce prix Nobel a-t-il été remis? Réponse A, Paul Samuelson et Milton Friedman. Réponse 2, Michael Johnson. Réponse 3, Daniel Kahneman. Non, on attend. Réponse 4, Joseph Stiglitz et Michael Spence. Bon, j'aurais tendance à dire Marc Daguerre parce que c'est le seul qui a respecté la consigne. Les deux autres, vous êtes punis. Je crois qu'il y avait 3. Marc? Moi, j'aurais dit Daniel Kahneman. C'est une bonne réponse, Marc. Effectivement, la finance comportementale, elle est née il y a plus de 40 ans, mais elle a été reconnue en 2000, elle a été popularisée en 2000 et reconnue officiellement avec cette remise du prix Nobel. Franck, vous n'aviez pas la bonne réponse, visiblement. Je suis content de ne pas avoir été sélectionné. Alors, 1 point pour Marc et 0 pour Jean-Louis et Franck. Alors, on passe à la question numéro 2. Quel est le nom du biais qui consiste finalement à se fier à sa première impression et qui rend difficile de s'en départir pour se faire une opinion plus construite? Il y a combien de choix? Il y a 4 choix. Petit 1, le biais de confirmation. Petit 2, l'ancrage mental. Petit 3, le biais de disponibilité. Et enfin, le biais de la première fois. Jean-Louis, c'est pour vous. Ancrage. Tout à fait, c'est l'ancrage mental, puisque finalement, le biais de confirmation, ça va être aller chercher de l'information, mais qui ne va faire que corroborer notre pensée et négliger toutes les informations qui, finalement, ne font pas notre affaire. Tandis que le biais de disponibilité, ça va être de privilégier les informations qu'on a immédiatement disponibles en mémoire, quitte à tomber dans les stéréotypes. 1 point pour Jean-Louis, 1 point pour Marc. Franck, il faut vous réveiller maintenant. Une indication bas de l'écran. Vous ne pouvez pas appeler un ami. Alors, troisième question. Qu'est-ce que l'effet de disposition? Oups. Première réponse, avoir l'illusion de contrôler le marché et de planifier des investissements. Petit 2, agir comme les autres et prendre exactement les mêmes décisions. Petit 3, ne se fier qu'à ses propres anticipations de marché. Ou petit 4, vendre trop tôt des titres en hausse et conserver trop longtemps des titres en baisse. À vos buzzers. Ouh là là. Et il regarde dans mon dos. Parce que voilà, ça que je Alors, cherchais. vos réponses, est-ce que quelqu'un buzz? Hein. Est-ce que quelqu'un buzz? Tentez votre chance. Allez. Marc? Je vais tenter la 1, avoir l'illusion de contrôler le marché par élimination et de planifier des investissements. Et non. Quelqu'un veut tenter sa chance après Marc? Par élimination, vous avez une probabilité plus importante de réussite. Allez. Allez-y. Allez, oui. Réponse A. 4. 4, Jean-Louis, c'est bon, vous l'avez. Oui, c'est ça l'effet de disposition. J'hésitais. On vend trop tôt la hausse et on garde trop la baisse. Évidemment. Attendez, on écoute Léa. Oui, l'excès de confiance, c'est la numéro 1. J'ai l'impression que je contrôle le marché, que je suis surpuissant. Tandis que la réponse numéro 2, c'est l'instinct grégaire, l'effet moutonnier, où on va finalement ne faire que comme les autres parce qu'on pense que la majorité a raison. 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Marc, 0 pour Franck Morel. Pression. 4e question. Parmi les biais suivants que je vais évoquer, lequel n'est pas cognitif? Petit 1, l'illusion de navigation. Petit 2, le coût irrécupérable. Petit 3, la mémoire sélective. Et enfin, petit 4, le biais rétrospectif. 2. C'est un. C'est le moment, Mais là. franchement, le coup est Marc. récupéré. J'aurais dit le biais rétrospectif. Non. Ah non, Franck, c'est c'est une chance sur 2.
Écoutez, je n'en ai aucune idée. c'est Que loin. les choses soient claires. Réponse 1. C'est bien, Franck. Bravo. Bah, c'était l'un ou l'autre. Mais On bon, applaudit Franck. le coup irrécupérable. Alors, l'illusion de navigation est une pure invention de notre part. Ah, Peut-être en d'accord. marine, ça existe, mais pas en trading. On va commencer par le coût irrécupérable. C'est le fait qu'on va conserver une position même mauvaise, tout simplement parce qu'on a mis notre argent dessus. Donc, au même titre qu'un meuble qu'on aurait qui nous plaît plus, mais qu'on garde parce qu'il est à nous et qu'on lui attribue plus de valeur du fait de notre possession. Et le coût irrécupérable en trading, c'est ça, c'est de donner trop de valeur juste parce qu'on l'a. C'est le tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. C'est un peu hein. comme c'est ça. l'ancrage, quoi. Un petit peu différent. Alors, la mémoire sélective, c'est Bon, le fait ça, c'est d'oublier ou de faire semblant de faire fi des mauvaises périodes sur un scénario de marché. Et en dernier, le biais rétrospectif, c'est de surestimer a posteriori l'analyse qu'on avait à l'instant T d'une situation. Très bien, alors on Dernière a question, 2 messieurs. points, 1 point, 1 point. Ça va se jouer maintenant. Léa, je vous en prie. Quel est le nom du biais qui consiste à conserver les mêmes positions trop longtemps et à délaisser les opportunités de négociation? Première réponse, l'excès de confiance. Deuxième réponse, l'effet de halo. Troisième, l'aversion à la dépossession. Et quatrième réponse, le statu quo. J'aurais tendance à être l'excès de confiance. Le statu quo. Non. Bonne réponse, Franck. Effectivement, c'est le statu quo, puisque l'excès de confiance, on en a parlé, c'est la surestimation de ses capacités. L'effet de halo, c'est le fait que quand on s'est forgé une opinion, même sur de bons critères, qui est positive, ensuite ça a tendance à irradier tout autour de cette thématique et on n'arrive plus à se refaire une opinion, à la réactualiser finalement. Et enfin, l'aversion à la dépossession, c'est la même chose que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait de donner trop de valeur à ce qu'on possède. Merci beaucoup Léa. Est-ce que vous autres traders, vous expérimentez ces biais cognitifs? Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Ah, là j'ai mal agi, je me suis fait prendre par mon biais ». Inconsciemment, probablement. Je ne saurais pas donner un nom sur tous les passages par lesquels je suis passé. Mais oui, effectivement, avec le recul, des fois on essaie d'analyser nos décisions, nos réactions. Et nous, c'est pour ça aussi que chez Zone Bourse, on a essayé d'encadrer tout ça au maximum avec des process pour réduire justement le discrétionnaire, les décisions. On les prend, mais à l'intérieur d'un entonnoir de titres qui ont été présélectionnés préalablement, automatiquement. Jean-Louis, avec 38 ans de trading, vous avez dû expérimenter quelques petites choses comme ça, non? Ouais. Je pense qu'à ça d'ailleurs. Au biais cognitif, c'est l'ennemi du trader, si vous voulez. On dit qu'on ne peut pas échapper au biais cognitif. Même si on a conscience de tout ce que ça va nous faire de mauvais, il y aurait une solution qui consisterait à aller chercher la contradiction à ce qu'on pense systématiquement en s'adressant par exemple à quelqu'un d'autre, à une foule de personnes ou à des gens, à quelqu'un d'autre en tout cas. Voilà, c'est des techniques qui permettent, nous par exemple sur le forum, je dis toujours, voilà, vous pensez quelque chose, vous êtes force de proposition, vous venez chercher la contradiction à ce que vous pensez. C'est oui, c'est non, ou c'est je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, mais il y a quelqu'un qui va dire d'une manière objective, oui, non, bof, entre guillemets. Eh ben, c'est exactement ce qu'on va tenter de faire dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et à la prochaine fois. Et maintenant, la rubrique quiz avec Léa Jézéquel, un quiz en thématique cette semaine, les grands cracks boursiers. Voilà, c'est intéressant. Effectivement, les marchés financiers ne sont pas faits que de périodes joyeuses. Et aujourd'hui, on va refaire une petite plongée dans d'anciennes crises financières qui ont marqué les marchés. Alors, première question, messieurs. Quelle banque a plongé la France dans une crise économique après avoir fait faillite en 1882? Ça remonte. Réponse 1, la Banque Union Générale. Réponse 2, la Banque Monneron. La réponse 3, la Banque de Savoie. Ou réponse 4, la Banque Oustric. La Banque de Savoie, faut Alors, ça peut pas être la Banque de Savoie. C'est originaire de là-bas. Savoyard, c'est pas possible. Je dirais la Banque Oustric. Non, désolé Franck. Zut. Messieurs, Bah, ça nous laisse une. Je vais prendre, ça la fait deux dernière. Moi, j'en sais Vous êtes aucune idée. stratège, Non, il vous en reste hein. Je vois que vous êtes deux, il vous en reste stratège. Allez, la Banque Union Générale pour moi. Bravo Mathieu, Bravo. effectivement, Fantastique. c'est la Banque Union Générale. J'avais Alors, une chance sur pour deux. votre information, la Banque Union Générale, elle n'a vécu que 4 ans, mais elle est connue parce que c'était la première banque universelle, donc la banque à tout faire, ils faisaient du crédit, des financements, et malheureusement, comme les départements étaient assez poreux, ils ont fait un petit peu trop de financement de projets risqués, et ça a été un des premiers vents de panique au guichet en France qui a suivi d'une crise économique. alors 1 point pour Mathieu, 0 pour Jean-Louis, 0 pour Franck Morel. Attention.
Question numéro 2. De quel pays la crise financière asiatique en 1997 tire-t-elle son origine? Vous étiez né en 1997, c'est plus facile celle-là. Alors, le Vietnam, le Japon, l'Indonésie ou la Thaïlande? Alors là, messieurs, vous me désolez. Le Japon? Non, Non? non, désolé Jean-Louis. Ah bon? La Thaïlande. Bien, Franck, vous refaites là, c'est bien. Effectivement, ça part de la Thaïlande, puisqu'en fait, la crise dans l'Asie du Sud-Est, c'était surtout des déséquilibres macroéconomiques. On a vu un énorme afflux de capitaux étrangers dans les années 80-90. Et le jour où la Thaïlande a décidé de laisser flotter le baht, on a assisté à Battre la monnaie locale. Exactement, la monnaie locale. On a assisté à de très grosses dévaluations des monnaies, entre 30 et 50% dans la zone, et ça a entraîné une vague de récession et de chômage dans toute cette partie géographique. 1 point pour Franck, 1 point pour Mathieu, 0 pour Jean-Louis. Question numéro 3. Combien de temps le flash crash du 6 mai 2010 a-t-il duré? 8 minutes, 36 minutes, 54 minutes, 1 heure et 47 minutes. 36 minutes. Bravo, bravo Franck. J'étais devant, je l'ai Effectivement. vu. Ah, Je l'ai vu. on sent les mauvais souvenirs qui Non, remontent. non. Ouais, j'ai Non, joué, mais... Effectivement, donc c'était le Dow Jones qui a dévissé de Ouais. plus de 9% en 10 minutes. Donc là, on est vraiment sur le trading à haute fréquence et ces débuts où il n'y avait pas beaucoup de systèmes de coupe-circuit qui ont été mis en place maintenant depuis par la SEC pour éviter justement qu'on ait des surchauffes comme ça dues aux Tu te algorithmes. souviens de l'heure? Ouais, c'était 21h pour nous, quelque Un peu chose comme avant. ça. Ouais, Et, 20h30 à peu près. Moi j'étais Même dessus. ça mais vendait, 36 minutes, vendait. ouais. Alors là, la difficulté, c'est de savoir où ça commence, où ça se Ouais, termine. c'est ça. On cherchait Parce tous que ça avait l'information. déjà été vu. Et l'information ça était avait pas commencé On avant, cherchait quoi. tous la raison, il n'y en avait pas. Pas vraiment. Intéressant. Enfin, en temps réel, on ne la connaissait 36 pas. minutes. 2 points pour Franck, 0, 1 pour Mathieu, 0 pour Jean-Louis. On continue. Question numéro 4. En quelle année a eu lieu le crack d'octobre, appelé le lundi noir? Ah ben non. On attend les, On attend les les réponses, Franck. Allez, vous êtes punis, vous passez votre tour, vous avez trop de points d'avance. Il y a trop- Non Il y a trop de Oh, points. il faut que je donne un buzzer à Thibaut. Alors 1929, 1936, 1979 ou 1987? Tu veux, Ouais, c'est- tu veux répondre Mathieu, vous ont avez la triché, primeur. ils ont Oui, Vous trichez. 87. voilà. Voilà, très bien, effectivement. Donc c'était en 87. rappel à le premier crack de 1929 qui était un jeudi. Et là, c'était un lundi. 2 points pour Franck, 2 points pour Mathieu, 0 pour Jean-Louis. On enchaîne avec la 5e question. Un demi-point. La dernière question, c'est On ça. laisse, Tout on à laisse fait. marquer un point. Combien a perdu au maximum et sur une séance le CAC 40 au début de la crise du Covid? Moins 8,39%, moins 9,14%, moins 12,28% ou moins 14,12%? Moins 9? Non. Ouais, c'est difficile, hein. Moins 12. Bravo Franck, vous en tirez bien sur ce quiz. Victoire finale Il est de fort. Franck Morel avec 3 points. Bravo Pas de couture. Franck. Vous êtes le plus fort Ah, c'est des aujourd'hui. trucs. Très fier de vous. Bravo. Oui, Mathieu, je deuxième vais position. partager cette vidéo sur mes Jean-Louis, réseaux. vous vous referez la prochaine fois. J'imagine Merci. que vous aurez plein de choses à dire. Merci à tous pour cette émission fort instructive et à la prochaine fois. Rubrique quiz maintenant avec Léa Gézéquel, avec un qui a dit. Vous nous rappelez la règle? Oui, tout à fait. Je vais vous donner une citation, à vous de trouver l'auteur de cette citation. On attend la fin de l'énoncé pour buzzer. Pour buzzer, soyez patients. C'est parti. Première question. Twitter a un énorme potentiel et je vais le libérer. Petit 1, Donald Trump. Petit 2, Elon Musk. Petit 3, Bill Gates. Bruno, À ma je crois gauche. que c'est pour vous. Elon Musk. Très bien. Effectivement, il y a 2 semaines, Elon Musk a commencé à être un petit peu agressif sur Twitter. Il devient d'abord l'actionnaire principal et maintenant, il souhaite effectivement faire sortir Twitter de la cote et le racheter intégralement. Voilà. Bruno 1 point, Nicolas 0, Facile, Jean-Louis 0. Oui, c'était facile. Voilà, Mais attendez, vous on l'avez va voir. manqué, Jean-Louis. Bah oui, mais... C'est pas assez rapide. Moi Deuxième, j'avais l'impression que tout le question. monde avait sonné en même temps. deuxième question. Pour faire face à la hausse du pétrole, je conseille aux Français de faire du vélo. Petit 1, Nicolas Hulot. Petit 2, Bruno Le Maire. Petit 3, Christine Lagarde. Je vois que vous vous précipitez, moi, alors d'un coup. Jean-Louis, je crois que c'est pour Au vous. hasard, le maire. Non, faux. Moi, j'aurais. Ah ben, Ah, Nicolas a été le deuxième à buzzer. vélo, Nicolas Hulot.
non plus. Ouais. Ah bah Bruno, elle est pour vous, celle-là. Bravo. Effectivement, c'est Christine Lagarde en novembre 2007, en pleine crise du pouvoir d'achat. 2007. Ah Tout à oui. fait. En Et la 2007. flambée des prix du pétrole. Elle est ministre de l'économie et elle fait cette remarque qui, effectivement, a fait un petit peu les gros Déjà titres. à l'époque. Voilà. 2 points pour Bruno, 0 pour Jean-Louis, 0 pour Nicolas. Question numéro 3. J'essaie d'acheter les actions d'entreprises si merveilleuses qu'un idiot pourrait les gérer. Tôt ou tard, cela arrivera. Petit 1, Warren Buffett. Petit 2, Georges Soros. Petit 3, Bernard Madoff. Ah, Jean-Louis, c'est pour vous. Warren Buffett. C'est la Certain. bonne réponse. Ah. Et effectivement, la star des gérants, qui n'était pas avide de dictons, a fait celui-ci qui est assez drôle en plus de pouvoir être assez vrai dans certains C'est vrai. cas. Un peu sarcastique. Voilà. 1 point pour Jean-Louis, 0 pour Nicolas, 2 points pour Bruno. Nicolas, il va Non, falloir mais je laisse vous les ressaisir. aïeux remporter. Question numéro 4. Question numéro 4. C'est un projet économique. Le secteur des médias est le deuxième secteur le plus rentable après le luxe. S'agit-il de Vincent Bolloré, Bernard Arnault ou Xavier Niel? Ah, c'est pour Nicolas. Vincent Bolloré, média. Tout à fait. C'était devant la commission d'enquête parlementaire début 2022, où en fait on se questionne un petit peu quand même sur la concentration de ce secteur. Et Monsieur Bolloré, qui est à la tête de Canal+, Europe 1 ou Havas, pour n'en citer quelques-uns, justifiait que finalement cette concentration n'avait qu'un objectif économique et qu'en aucun cas il y avait derrière ça de la politique ou de l'idéologie. 1 point pour Jean-Louis, 1 point pour Nicolas, 2 points pour Bruno. Dernière question. Soit pour être à égalité, soit pour écraser votre victoire, Bruno. La consolidation budgétaire et la croissance économique sont les deux faces d'une même pièce. S'agit-il de Mario Draghi, Janet Yellen ou Angela Merkel? Là, je prends le risque. Allez-y. Angela. C'est Angela, effectivement, Ah, bravo. au G8 en 2012. La volonté de croissance et le sérieux budgétaire s'imposent. Et c'est là qu'on commence à beaucoup parler de consolidation budgétaire et qu'Angela trouve cette formule qui est assez jolie pour décrire la consolidation budgétaire. Co-victoire de Bruno et de Nicolas. Bruno Cus et Nicolas Chéron. Jean-Louis, la prochaine fois, j'espère que vous ferez mieux. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci. Et à la prochaine fois. Rubrique quiz avec Léa Jézéquel. Vous nous avez concocté un quiz sur les matières premières cette fois. Oui, exactement. Puisqu'on en parle quand même pas mal dans cette émission, donc je me suis dit, allez, on va tester un peu vos connaissances. Je vous rappelle le principe, on ne buzz pas tant que je n'ai pas énoncé l'intégralité des réponses possibles. Première question. Quel pays est le premier exportateur de sucre? Petit 1, le Brésil, petit 2, l'Inde, petit 3, la République populaire de Chine, ou alors en dernier, la Thaïlande. Ah, c'est Jean-Louis, celle-là... Brésil. C'est très bien, Jean-Louis. Le Bravo, Brésil, Jean-Louis. effectivement, 50% en 2020-2021 des exportations de sucre, suivies respectivement par l'Inde et la Chine. 1 point pour Jean-Louis, Ah oui, 0 c'est pour Albion, Dorian. En plus, c'est présent là-bas, entre autres pour ça. On revient à la bagasse. Mais moi j'ai le beeper qui s'entend bien. Et 0 pour Franck. Ça va venir. Merci Je vous le Deuxième pour cette question. précision. Quel est le métal le plus cher au monde? Est-ce le rhodium, petit 1, le palladium, petit 2, petit 3, le platine, ou alors, en 4, l'or? Le palladium. Non. Désolé, Dorian. Ah, Rhodium. Jean-Louis va tout rafler. Rhodium. Bravo, Jean-Louis. Oh, Effectivement. extraordinaire. C'est le ce que j'aurais dit en rhodium. premier, mais- Oui, c'est le rhodium, puisque comme les autres métaux précieux, en fait, il est beaucoup utilisé dans l'industrie automobile, pour les pots d'échappement notamment, parce qu'il a la particularité de retenir en fait les gaz polluants. Donc c'est un métaux précieux très prisé de l'industrie. On va juste faire un petit contrôle du buzzer de Franck. Ouais, j'ai l'impression que. Voilà. Ah, c'est bien, ça Non, non, fonctionne. ça fonctionne, on les teste avant. Contrôle. On n'avait sait pas jamais. entendu, c'est vrai. On sait jamais. Allez, troisième question. À combien de litres équivaut un baril de pétrole? 42, 82, 159 ou 312? Oui, Jean-Louis est inarrêtable aujourd'hui. Non, Allez-y, non, c'est Jean-Louis. Dorian, c'est Dorian. C'est vous? Excusez-moi. J'en prie. 159 litres. Tout à fait. Bah, bravo. Ça Là, va. je suis, Moi aussi, je reste quoi? Alors, pour la petite histoire, c'est effectivement parce qu'en fait, autrefois, on utilisait les barriques qui étaient destinées à transporter du sel et du whisky, qui faisaient 150 litres pile, et on les a légèrement augmentés pour que les destinataires finaux ne soient pas lésés de quelques litres sur le baril de pétrole. 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Dorian. Et 0 pour Franck. Absolument. Allez, Franck, là, c'est pour vous celle-là. Allez, je me trompe. En quelle année est né le Chicago Mercantile Exchange, considéré comme la bourse de référence sur les matières premières?
1786, 1898, 1919 ou 1938? Allez, c'est moi qui vais au casse-pipe et je vais proposer 1919. Eh bien, c'est très bien, Franck, vous avez raison. Tout à fait, c'est 1919. Évidemment. C'est le premier marché, notamment de matières premières, qui s'est doté dès sa naissance d'une chambre de compensation, ce qui en a fait un de ses avantages compétitifs très importants. Et au début, les produits phares étaient les œufs et le beurre. Voilà, ça change Les aujourd'hui. œufs et le beurre. Jean-Louis 2, Dorian 1, Franck 1. Question décisive et dernière question. Léa. Voilà. Quel poinçon de garantie marque les bijoux en or? Est-ce la tête d'aigle, le trèfle ou la coquille Saint-Jacques ou encore les trois? Oula. Oula, c'est décisif, Là, on c'est- sent la tension. Allez, Dorian. Allez, je me lance. La tête d'aigle. Non. Et merde. Dis donc, Vas-y. Franck, La coquille Saint-Jacques. Non. Mince alors. Bon, allez, trop. vous avez acheté des bijoux récemment avec le Le trèfle. Non, c'est les C'est les trois. trois. C'est Je les sais, trois. Non, non, Quel on a droit à dommage. une réponse. Quel dommage. C'est les trois parce Ah, je m'en que doutais. ça symbolise les différents carats qu'on peut retrouver sur l'or. La tête d'aigle correspond aux 18 carats, la coquille Saint-Jacques aux 14 carats et enfin le trèfle à 9 carats. Ouais. Donc pour l'or, on met les 3 poinçons par défaut. Très On met les intéressant. trois Oui. à chaque fois. Ah, d'accord, ok. Très intéressant. Merci beaucoup Léa. Merci à tous pour cette émission. Et à la prochaine fois. Rubrique le quiz avec un nouveau format aujourd'hui Léa. Vous nous proposez tout un à qui fait. suis-je? Une avant-première. Aujourd'hui, c'est un qui suis-je. Donc le principe, vous allez avoir une courbe qui s'affiche à l'écran, un horizon temporel, mais pas de niveau de prix. Sur cette courbe, vous aurez 3 choix possibles. À vous de buzzer pour nous dire laquelle de ces 3 valeurs représente la courbe affichée. On va voir si vous êtes des On a le droit de spécialistes. buzzer avant les noms. Non. Non, toujours pas. Netflix. Alors, Désolé. première question. Quelle action américaine se cache derrière cette courbe depuis le début de l'année? Petit 1, Microsoft. Petit 2, Netflix. Petit Non, 3, Nvidia. Vous avez perdu votre droit de parole. Allez, à Mathieu. Ah bah non, il avait déjà buzzé. Et je Ah bon? Ah bah oui. Bon, allez, Bien sûr. Jean-Louis. Jean-Louis, 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 honneur à vous. Les règles, Honneur à vous. Non, Ils ont non, mais tous vous triché. êtes Moi, j'ai discipliné, gentiment j'encourage les ça. règles Bon, sont alors, les vas-y, règles. alors, Un peu vas-y, de vas-y, calme. Non, je non, croyais que t'avais Jean-Louis, buzzé. on encourage de la discipline. discipline sur ce plateau. Non, mais Allez-y. il a dit qu'il n'avait pas buzzé. Je le crois. Vas-y. J'avais pas buzzé avant. Mais alors, comme ça, moi, Netflix, je pense que ça baisse plus que ça, en fait. Alors, je sais D'accord. pas. Donc, j'aurais plus tendance à dire Microsoft, ouais. Désolé. Non, passe. Ce bon. n'est pas Microsoft. Eh ben, Ça tant valait pis le pour coup de moi. se Alors, battre. voilà. Jean-Louis. Ça doit être. c'est- Franchement, je dirais Netflix. C'est ça, Jean-Louis. Oui, c'est ça. Bravo Jean-Louis. Effectivement, alors pourquoi c'est Netflix? Vous voyez quand même que là, il y a clairement 2 chutes très marquées depuis le début de l'année qu'on ne retrouve pas sur Microsoft ni sur Nvidia. Première chute fin janvier où on annonce finalement des mauvaises perspectives de croissance et ça provoque une baisse quand même de 20%, donc c'est une courbe assez notable. Et ensuite, deuxième dégringolade, mi-avril, puisque là, on est carrément sur une baisse de 35%. C'est la première fois que Netflix annonce une perte d'abonnés durant les 10 dernières années. Et effectivement, le marché n'a pas du tout apprécié cette nouvelle. C'est super dur hein, quand même. Parce qu'en plus, Ouais, moi, ça va. on, Bah, on- écoutez, on je n'est l'ai pas dit là. direct, mais, non, il pas les faudrait. gars. Non, Ah, mais Nicolas, C'est là, une échelle se voit, logarithmique ça se ou je sais voit. pas, parce que là, c'est écrasé, je trouve. Un au peu, niveau non, franchise, mais c'est bon. une échelle arithmétique, mais il faudrait peut-être. Voilà, c'est ça. Un peu de discipline, s'il vous plaît. C'est dur. Un point pour Jean-Louis, 0 pour Allez, vous Mathieu, allez vous 0 pour refaire. Nicolas. Deuxième question. Alors, quel indice se cache derrière Non, ces désolé, j'arrête. Quel indice se cache derrière ces variations au cours des 5 dernières années? Moi, je sais, ouais. Bah oui, Bah alors, vas-y. Allez Mathieu. Allez, le VIX. Ah oui, Exactement, bien sûr. vous voyez, Ah. c'est pas si dur. Ça, c'est dur. Enfin, ça, Ah c'est ouais, facile. ça c'est facile. C'est plus Ah, compliqué. effectivement, Netflix. alors il y a un pic extrêmement Oui, oui, notable pour ça, oui. dû au Covid, plus 680% pour le VIX entre le 17 janvier 2020 et le 16 mars 2020. Donc là, il n'y a pas de doute, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les deux Il y autres courbes. en a qu'un qui monte sur. Oui. Je Sur rappelle les trois, qu'il ne en fait. faut pas parler tous en même temps, parce que sinon c'est inaudible pour nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous écoutent en podcast. Donc, le VIX, communément appelé l'indice de la peur qui se tend lorsque les marchés baissent. Exactement. Léa, je vous en prie. Alors, troisième question. Quelle paire de devises désigne cette courbe depuis le début de l'année? Est-ce l'euro-dollar, l'euro-franc suisse ou l'euro-yen? Ah, c'était Nicolas. Je pense que c'était Jean-Louis. Arrêtez de me contredire. Allez Jean-Louis, c'est pour vous.
Je dirais l'euro, JP, l'euro yen. Oui, bah c'est bien Jean-Louis. Je pense. Ouais. Je ne veux pas vous faire perdre confiance, tout à fait. Effectivement, c'est la seule de ces paires qui est haussière en 2022 avec 4% de hausse, quand effectivement il n'y a pas beaucoup de mouvements sur l'euro franc suisse et que sur l'euro dollar, on est plutôt sur une hausse. Là, c'était facile. Alors, comme vous êtes indiscipliné, j'ai perdu le compte des points. Je sais que vous en avez deux, mais la dernière question, c'était donc. Non, mais je- 2, hein. C'était Mathieu. Donc, Mathieu. 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Mathieu et La 0 belle. pour Nicolas. On joue tout sur le dernier. Non, il y en a encore 2. Il y en a encore deux, il y en questions. a encore Alors, deux. Ah. Alors, quatrième question. quelle action française se cache derrière cette courbe depuis janvier 2020 ? Est-ce Solution 30, Orange ou Total Énergie ? Il marche pas. Ouais, non, ouais, vas-y. Allez Nicolas, c'est pour Solution vous. Je vous ai- 30, Bah bien oui. sûr. Très bien. Solution 30. Ça, c'est J'ai été facile. désavoué. Non. Alors, on remarquera sur Netflix et Solution 30 que le marché nous prévient avant de nous mettre des gifles. Solution 30 avait déjà chuté avant de rechuter une deuxième fois, puis récemment une troisième fois. Netflix avait Ah, mais déjà fait un La profit première warning. chute, elle ne prévient pas trop, là. hein. Non, Non. la première ne prévient pas, mais elle se fait en séance et on peut sortir avant de se prendre un gap de 50%. Pour le coup, elle est plus visible que sur Netflix, je trouve, sur le graphique. Après, ça n'engage que moi. Mais Parce que je l'ai On va mauvaise sur laisser Netflix, Léa, mais... on va laisser Léa Non, mais expliquer là- un petit Oui, peu bah la là, configuration, un s'il peu vous plaît. effectivement comme sur Netflix, il y a deux chutes extrêmement marquantes sur les courbes, une pour les accusations de blanchiment d'argent et la deuxième sur les auditeurs qui n'ont pas réussi à certifier les comptes. Donc voilà vraiment. Là, c'est facile, c'est vrai. On sait que c'est pas Total, on sait que c'est pas Orange. Ouais, Orange monte. C'est comme le VIX. Merci messieurs. Cinquième question, donc 2 points, 2 points. Alors, quelle matière première représente ces variations depuis le début de l'année ? Est-ce le palladium, l'or ou le nickel ? Ah, vous parlez tous des matières premières, je vous pensais plus réactif sur cette question. Nicolas, Je vais me planter. allez-y. Allez-y, Mais ils se Nicolas. ressemblent tous. Moi, j'aurais dit Ah, Palladium. pas mal, hein. Mais bon, Bah, Pour sauver l'honneur, Nicolas. allez. C'est vrai que le palladium, De la ça avait concentration. cette tête, en mars, ça a explosé et c'est retombé derrière très vite. mes mettrai- collègues sont gentils. Je Palladium. mettrai Palladium. un petit sur le Eh ben non, faut pas écouter vos collègues. Vous allez voir. Je redonne la main. Alors Mais ça, on ne sait pas. Ah, faut buzzer. J'aurais dit l'or, moi, à la base. Ouais, Vu le graphique, c'est bizarre, mais l'or, ouais. Non. C'est Le non, nickel je sais pas, c'est vraiment Vas-y, pas ce buzz, que je Mathieu, pensais en buzz. fait, mais je vais dire nickel. Nickel, C'est alors. le nickel, effectivement, il y a eu un pic extrêmement significatif, un peu après l'argent, après Mais le le palladium, palladium, effectivement. Et très Ça se ressemble un petit peu, hein. Le but c'est que ce soit pas trop simple non plus. Et c'est dû à l'explosion des prix du nickel avec la guerre en Ukraine, puisqu'il y a bien sûr une crainte d'embargo sur le nickel, et qu'en plus de ça, le nickel est extrêmement soutenu structurellement, puisqu'il sert beaucoup dans tout ce qui est véhicules hybrides. Ouais. Merci, donc victoire de Mathieu Non, je crois Lebrun. qu'il y a égalité, non? Non, vous aviez 2-2. Vous avez Et surtout, vous j'ai avez eu le point réussi à du avoir. nickel. Ouais, Vous avez bravo, le Mathieu. point nickel. Franchement, Le point nickel. Merci messieurs, merci à tous, merci Léa. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission Trade ou pas Trade. Merci à vous. Alors il ne s'agit pas de la rubrique Qui suis-je, mais la rubrique Quiz sur un Qui suis-je sur les produits de bourse cette semaine avec Léa. Léa, je vous en prie, posez vos questions, vous avez tous vos buzzers, vous connaissez le principe, on attend que la question soit posée en entier. Effectivement, alors aujourd'hui je vais vous donner un énoncé et ce sera à vous de trouver quelle est la réponse qui correspond à cet énoncé. Première question. Je suis un turbo dit illimité qui se caractérise donc par une durée de vie infinie et par une barrière désactivante et un prix d'exercice de niveau petit 1 équivalent, petit 2 différent. La prise de niveau. Ouais. Dorian. Différent. Très bien. Bravo. Dorian, vous suivez. Ah oui, j'avais même pas compris la C'est question. bon. Dans un turbo dit illimité, donc Léa va nous le rappeler. Oui, effectivement. Alors, dans la famille des turbos, qui sont des produits à effet de levier, ce qui peut bien sûr être avantageux pour l'investisseur comme désavantageux s'il se trompe de scénario, puisque le but de ces produits est d'amplifier les variations du sous-jacent. Vous avez plusieurs familles de produits, et notamment les turbos illimités, qui ont pour caractéristique une fin de vie qui n'est pas prédéfinie, et un niveau de barrière désactivante et de prix d'exercice qui ne sont pas au même niveau, contrairement par exemple au turbo illimité best. Ah, c'est juste au taux d'intérêt, non, j'imagine. Oui, absolument. Voilà, Prix exactement. d'exercice Ah oui. s'ajuste au Ouais, niveau c'est des vrai que taux la question, d'intérêt. Je me demandais où était la question. Question numéro 2. Bah, elle était C'est très un claire. énoncé, Jean-Louis, c'est un énoncé. Question numéro 2. Question numéro 2. Le passage du temps a un impact positif sur ma valeur. En revanche, lorsque la volatilité augmente, mon prix aura tendance à baisser. Je suis un
Varan Call, un Stability ou un Turbo Illimité Call? Nicolas. Allez Nicolas, Moi, je prends un risque. Le Stability. c'est un Stability, bravo Nicolas. Effectivement, alors les Stability, ce sont des produits qui, comme leur nom l'indique, visent à investir sur la stabilité des marchés. Donc vous avez deux bornes, une borne haute, une borne basse, et l'objectif de ces produits est de ne toucher ni l'une ni l'autre et de rester dans ce range entre ces deux bornes. Et donc lorsque la volatilité augmente, bien sûr, le risque d'aller toucher une des deux barrières est plus importante, et donc le prix du produit aura tendance à baisser puisque l'augmentation de volatilité impacte négativement la valorisation du produit. 1 point pour Nicolas, 1 point pour Dorian et 0 pour Jean-Louis. Jean-Louis, il faut se réveiller. Allez Jean-Louis, la troisième, elle est pour vous. Je suis un produit qui réplique sans effet de levier les variations du sous-jacent, à la hausse comme à la baisse. Alors, Alors là, tricher tous les deux. vous êtes éliminés tous les deux. tricheur, Vous c'est n'avez pas Jean-Louis qui attendu aura la fin qui de aura la l'énoncé. primeur. Comme à la baisse, au frais près, qui suis-je? Je suis un produit qui réplique sans effet de levier. Le tracker. Bravo Jean-Louis. Bravo, Jean-Louis. Si j'ai pas dit 2 fois. Alors, vous êtes revenus à la marque. 1 point pour Jean-Louis, 1 point pour Dorian, 1 point pour Faut me laisser Nicolas. un peu de temps. Faut me laisser un peu de temps. Et bon, là vous êtes dedans, là. Là on le sent. Comprenez vite, mais il faut vous expliquer longtemps, c'est ça? Faut que je lise. À mon âge. Question numéro Question 4. numéro 4. Je suis un produit à effet de levier haussier ayant une barrière désactivante et un prix d'exercice de même niveau et fixe. Je suis un turbo call classique, un turbo call illimité best ou un leverage. Un turbo call classique. Bravo Jean-Louis. Oh, c'est magnifique J'ai cette essayé de remontée. me concentrer. Bien joué, Jean-Louis. Effectivement, sur les turbos illimités classiques, on a un prix d'exercice et une barrière désactivante de même niveau. Et contrairement aux turbos illimités, ils ne bougent pas dans le temps. Ce sont des niveaux qui sont fixes. Alors, 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Dorian, 1 point la pour remontada. Nicolas. Dernière question. Dernière question. Question numéro 5. À échéance, le cours de l'actif sous-jacent est inférieur à mon prix d'exercice. Pourtant, la valeur de mon produit est positive. Je suis un Varan Call, un Varan Put ou un Discount. Varan Call. Discount. Je connais pas le discount. Varan Put. Exactement, Bah, bien sûr. bravo Mais Dorian. moi, il fonctionne à plus, Varan mon- Put. Le cours de l'actif Regardez. est inférieur. Non, mais monsieur Il faut l'arbitre. appuyer. Ah, on va Monsieur réparer ça, l'arbitre. désolé. Il faut appuyer fort. Ah oui, t'as fait mon prix d'exercice. Bah oui. Eh ben, oui, écoutez, on va donner un effectivement. point de pénalité à Nicolas, parce que son buzzer ne marche pas. Mais je vous en prie, expliquez-nous. la- Effectivement, c'est un Varan Put, Désolé. puisque quand l'actif sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, et pour qu'il ait une valeur positive, Positive. il faut effectivement que ce soit un produit qui visait à investir sur la baisse et que donc il soit intéressant, entre guillemets, d'acheter le sous-jacent à un prix inférieur à son prix actuel. 2 points pour Jean-Louis, 2 points pour Dorian, et un point de pénalité en plus de celui que vous aviez déjà acquis. Ça fait 2 points, tout le monde a gagné, c'est formidable. C'est Magnifique. l'école des fans. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette émission et rendez-vous la prochaine fois pour Trade ou pas Trade.